Donc, bonjour tout le monde. Par curiosité, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez le pourcentage de compagnies qui ont atteint le stade du 4.0 dans l'industrie au Canada? 3, 30, 3%? On parle d'environ 30% des entreprises qui ont atteint le 4.0. La plupart des entreprises au Québec, heureusement, ont déjà atteint le 3.0. Mais souvent, dans les conventions que je vois, on parle beaucoup du 5.0, on parle beaucoup des avancements. Mais moi, j'ai pris un pas de recul dans ma manière d'approcher la présentation d'aujourd'hui, d'essayer de comprendre pourquoi qu'on est encore dans le 3.0, pourquoi qu'on est encore dans le 4.0 ou même à peine dans le 4.0 parce qu'on commence juste à l'effleurer. Puis pour mon expérience dans le domaine, la plupart des compagnies au Québec, même au Canada, on est loin encore du 30% là, pour ce qui est du domaine de la porte et fenêtre. Fait que je me suis posé la question du pourquoi qu'on en est là. Puis j'ai essayé d'aborder d'apporter, comprendre les bénéfices, les défis de l'automatisation en termes d'organisation, voir ce qui va arriver dans l'avenir, essayer vraiment de montrer comment qu'on devrait monter un projet d'automatisation, comment l'apporter dans la compagnie, parce que souvent, c'est là qu'il y a un problème. On parle avec un directeur, on parle avec un propriétaire d'entreprise qui dit « Je veux automatiser », mais la première chose qui se passe dans une première rencontre de vente de machinerie, c'est qu'on n'a pas bien établi le besoin, l'équipe n'est pas prête, le produit n'est pas prêt. Fait que c'est souvent ça qui va arriver, qui va faire en sorte que ça fonctionne mal, puis on reste pris dans le 3.0, puis même dans certains cas, dans presque le 2.0, là, on frôle à peine le 3. Fait que le 4, le 5 est encore beaucoup plus loin. Ouais, non, wrong. Oups, excusez. Excusez-moi. Première des choses, à quoi sert l'automatisation? On veut vraiment, les premiers points, ça va être de réduire les erreurs, les coûts de production. Fait que ce qu'on va voir beaucoup dans les usines, la première approche des manufacturiers, ils vont nous appeler, ils vont nous dire, je veux baisser le nombre d'employés que j'ai dans l'usine, mais malheureusement, c'est pas nécessairement la bonne réponse à l'automatisation. L'automatisation ne va pas nécessairement dire j'ai 100 employés, je tombe à 50 parce que j'automatise mon usine. En réalité, ce qu'on va faire, c'est on va avoir des emplois qui vont être beaucoup plus simples. La formation va être beaucoup plus simple à donner à nos employés. Ça va être des jobs qui vont être moins physiques, moins de connaissances. C'est là qu'on va vraiment avoir des réductions de coûts. Il faut être capable d'aller calculer ce qui se passe derrière la facilité d'opération d'un employé, la facilité à opérer une machine, l'élimination des erreurs qui sont faites par un employé qui doit faire des calculs, un employé qui doit avoir des connaissances de produits pour être capable d'assembler le produit, plus que par le nombre d'employés qu'on va réussir à éliminer d'une production. Naturellement, là, la rapidité, la qualité du processus va venir en compte assez rapidement là-dedans avec les nouvelles technologies qui avancent, même si on reste dans un mode 3.0 ou qu'on commence à rentrer dans le 4.0, mais c'est sûr que l'évolution des choses fait en sorte qu'on va travailler beaucoup plus rapidement. Si je prends juste une soudeuse, peu importe la couleur, la marque, la soudeuse, vous le disant, on parlait d'un temps de cycle d'environ 2 minutes. Aujourd'hui, on parle d'un temps de cycle de 2 minutes. Je prends une soudeuse pour une soudeuse, je reste dans le 3.0. Je ne suis pas dans le 4.0, je ne suis pas dans le 5.0, mais j'ai quand même amélioré mon processus, j'ai quand même amélioré ma qualité et la rapidité. Donc, c'est sûr que si je fais le step vers plus d'automatisation, bien, ces choses-là vont venir d'emblée. C'est dans le bon sens. I'm going the wrong way, I think. Excusez. Bon.
Je suis pas un gros fervent de statistiques, là, de donner des chiffres, de parler tu sais, j'ai dit, j'ai ouvert en parlant de 30%, là, mais euh, quand on commence à rechercher des statistiques par rapport à ça, ce que j'aime, c'est beaucoup plus des segments comme ça qu'on voit, les entreprises canadiennes qui ont investi dans la robotisation, ont constaté des augmentations de productivité. C'est des choses qui parlent plus que de me dire, d'arriver et de dire, OK, j'ai 90% d'amélioration dans le monde qui ont décidé de passer au 4.0, 5.0. C'est beaucoup plus concret d'arriver avec de l'information comme ça, mais on voit d'énormes changements chez les clients qui décident de faire le pas de l'avant, mais qui vont avoir bien structuré leur projet, comme que je vais vous parler. Donc, comment aborder un projet d'automatisation? La première des choses, ça va vraiment d'être d'identifier les étapes critiques. Donc, de vraiment aller sur le plancher et de trouver sont où les erreurs dans mon usine, c'est où les pertes de temps, c'est où les erreurs humaines, c'est où que les employés doivent utiliser leur cerveau, doivent faire des calculs, doivent connaître le produit pour essayer d'éliminer ces étapes-là. C'est pas tout le temps de dire ah, je veux travailler plus vite, je veux ou parce que je vais changer ma machine, je vais travailler plus vite, mais c'est d'aller trouver c'est quoi les bonnes informations, les bonnes places qu'on est capable de s'améliorer. Puis c'est pas tout le temps parce que ça, c'est la plus grosse machine dans mon usine, c'est celle qui va m'apporter le plus d'amélioration au niveau de mon automatisation. Après ça, mais naturellement, c'est l'évaluation des technologies. Donc, de parler avec les gars comme moi, mes compétiteurs, de voir, OK, c'est quoi qui est offert dans le marché, c'est où que je peux aller m'améliorer, c'est quoi que je peux aller chercher, est-ce que je suis au courant des dernières technologies qu'il y a de disponibles dans le marché. C'est quoi qui s'en vient, c'est quoi les avancements qu'il y a. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on se parle aujourd'hui, on va se parler d'une soudeuse, mais la soudeuse qu'on va livrer dans 5 ans ne va pas être la même soudeuse qu'on va livrer aujourd'hui, par exemple. Euh, la planification mise en œuvre, c'est vraiment à partir du moment qu'on a un projet dans les mains, on va appeler ça le cahier de charge, s'assurer que tous les éléments qu'on a récoltés dans l'analyse sont pris en compte. On a souvent des erreurs à ce niveau-là. Je vais donner un exemple bien banal. On est chez un client, on a vendu une ligne automatisée, soudage, nettoyage, etc. On est sur le plancher en train d'approuver la machine avec le client. Hey, j'ai oublié tel profilé. Il nous manque une jig de soudage, il nous manque de l'outillage dans le nettoyeur de coin, il nous manque une mèche pour percer, pour recevoir une quincaillerie, il nous manque des choses comme ça. Non seulement ça a un gros coût en termes de pièces, on vient de perdre la production, on vient de perdre des moments qu'on arrive sur une machine qui est installée chez un client, on doit travailler par en arrière pour réussir à rajouter un produit, ou le client va décider c'est mon erreur, j'ai oublié, ça coûte trop cher, fait que ça, je vais continuer de le faire à la main à côté. Combien ça vient de vous coûter d'investir dans une usine automatisée, puis de décider de prendre une étape, puis de la retasser, puis de recommencer à la faire à la main? Ça, c'est de la mauvaise analyse, c'est de la mauvaise planification de mise en œuvre. L'implication des équipes. C'est un point que je martèle beaucoup quand je suis chez des clients. On prend une décision d'automatisation. Souvent, c'est la tête dirigeante de l'entreprise qui va prendre cette décision-là. Il va en parler avec ses directeurs, il va consulter ses directeurs, son directeur de production, planification, etc. Mais souvent, on ne se rend pas à l'employé en bas. L'employé en bas est très important parce qu'au final, c'est lui qui va utiliser la machine. Donc, assurez-vous que quand vous faites vous avez un projet d'implantation, d'aller consulter toutes les différentes hiérarchies dans votre entreprise parce que vos employés sur le plancher ont quand même des connaissances, ils ont quand même des manières de fonctionner. Puis, selon moi, la pire chose qu'on peut faire à un employé qui est habitué de travailler dans une job, c'est d'arriver du jour au lendemain, y enlever sa machine habituelle, mettre une nouvelle machine, puis dire « c'est avec ça que tu travailles maintenant ». C'est une erreur qu'on voit beaucoup. Puis la première chose qu'on va voir quand on est dans les installations, c'est qu'on va voir un employé qui trouve le moyen de détourner le nouvel équipement. Il va être capable de la ralentir très rapidement
Je vais vous donner un exemple. On a une scie avec, à l'endroit où il y a le déchargement. Il y a un bras qui sort parce que si la table se load trop, ça va faire arrêter la machine. Donc, on ne veut pas que le matériel pousse sur le matériel puis que ça tombe par terre. Okay? On finit l'installation. 2 semaines après, le client nous appelle. Je ne rencontre pas mes chiffres. Oh, je vais aller voir le client. On va aller dans l'usine. On va regarder ce qui se passe. On ne dit rien à l'employé. On fait juste regarder comment il travaille. Est-ce qu'il travaille efficacement? Est-ce que la machine a du matériel dedans tout le temps? Donc, le preloader, est-ce qu'il est loadé? Oui, ça fait du sens. OK, on se déplace d'une étape. On prend les calculs de temps. La coupe, calcul de temps des machinages, tout est beau. On arrive à la sortie de la machine. L'employé, quand il voit comment la table commencer à se loader, puis il y a d'autres affaires à faire à côté, il actionne lui-même la manivelle, puis il arrête la scie. Puis il s'en va faire autre chose. Donc, moi, j'ai vendu une machine qui est supposée de couper une boîte à toutes les minutes. L'employé vient d'arrêter la machine pendant 4 minutes pour aller porter un chariot qui est plein plus loin. Il revient, réactionne la machine, fait ses choses. Il fait ça 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois dans la journée. Il vient de perdre 1 heure, 2 heures de production. Mais quand on regarde d'un point de vue d'en haut, c'est la machine qui n'a pas fait sa job parce que l'employé, il était là tout le long, il a travaillé tout le long. L'implication de l'équipe n'a pas été bonne à ce niveau-là parce qu'ils ont oublié le fait, dans l'analyse aussi, que le même employé qui coupe est celui qui apporte le chariot au soudeur. Donc, on vient d'avoir des pertes de production, on ne rentre plus dans nos temps. Fait que c'est pour ça que je vais mettre beaucoup d'emphase dans les projets que je parle avec mes clients pour vraiment analyser tous les détails qui vont se passer dans l'usine parce que ça serait trop facile d'aller chez vous. Martin, je veux une soudeuse. Voici une soumission pour une soudeuse. C'est trop facile à faire. C'est trop facile de se tromper, que ce soit dans les dessins, dans le fonctionnement de l'usine, puis d'arriver, puis qu'on crée des attentes qui ne sont pas respectées chez les clients. Puis ça peut être le simple fait qu'un employé n'a pas compris ce qu'on s'attendait de lui, parce qu'on ne lui a pas bien expliqué ce qu'on s'attendait de lui dans ses journées. Je vais vous parler d'une petite étude de cas. C'est intéressant. On parle ici c'est une usine qui est en Allemagne, qui est par un de mes fournisseurs. C'est une usine qui a, présentement, ils vont fabriquer environ 100 fenêtres par jour. Donc, ce n'est pas une grosse production. Ce que j'essaie de montrer derrière ça, c'est qu'on va parler d'environ 225-250 carrés par jour. On a une dizaine d'employés seulement dans cette usine-là. Donc, elle est automatisée au plus qu'on est capable d'automatiser ou presque au plus qu'on est capable d'automatiser une usine en Europe. Donc, on parle ici où, naturellement, il y a un Eurogroove. On est capable d'aller chercher certains points d'automatisation qu'on ne peut pas au Québec. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que, premièrement, il y a une question qui nous revient souvent. « Ah, je ne peux pas m'automatiser parce que je suis trop petit. » Bien, c'est totalement faux de penser ça. On parle ici d'un fabricant de 100 fenêtres. C'est sûr qu'il y a plus petit que ça, là, mais 100 fenêtres, ce n'est pas une grosse production non plus. C'est quand même relativement simple. On parle d'une soudeuse, un nettoyeur de coin à une tête. C'est vraiment, on parle d'un minimum qu'on a besoin dans une usine. Fait que le flot d'usine commence en haut. On voit en fait, dans le carré blanc manquant, là, c'est l'espace de coupe c'est pas mon fournisseur qui a vendu la coupe, donc il n'y a pas ça dans son layout, mais le reste, c'est vraiment soudage, nettoyage. Il y a un système d'automatisation qui apporte, où ce que les carrés verts, il apporte les cadres pour l'assemblage du cadre, pose de quincaillerie. Le volet s'en va sur la dernière table qu'on voit en bas. Sur la ligne noire qu'on voit en bas, on va avoir le joining du cadre et du volet ensemble. Après ça, on va tomber dans le glass sorting. Donc, il y a un système de déplacement de thermo qui est fait. Donc, on peut voir qu'un fabricant qui fabrique 75 à 100 fenêtres par jour a été jusqu'à automatiser le classement du thermo. Il a été jusqu'à automatiser tous les déplacements dans l'usine.
Il y a un seul employé dans cette usine-là qui se déplace de son poste. Un seul. C'est le journalier. Si quelqu'un manque de vis, si quelqu'un manque de matériel, peu importe lesquels, sa job, c'est de s'assurer que le monde ne manque pas de matériel. Le reste des employés que vous voyez, à part le chauffeur de lift, là, naturellement, va rester dans environ un périmètre de 3-4 pieds de travail. Fait que dans le pire des cas, il va prendre un matériel sur une table, se virer de bord, le mettre sur l'autre côté. Mais c'est le plus long déplacement que vous allez voir dans cette usine-là. J'ai apporté environ une quinzaine de clients visiter cette usine-là. La première chose que tout le monde me dit, c'est mon Dieu que le monde n'a pas de l'air de travailler fort. Mais l'usine est efficace avec beaucoup moins de monde qu'on en aurait pour avoir le même nombre de fenêtres ici au Québec. Ce n'est pas une question de produit, parce que leurs produits, la seule différence qu'ils ont, c'est l'Euro-Groove. Puis dans leur cas, c'est fait à la main. À la table de volet, c'est un employé qui vient mettre l'Euro-Groove, la quincaillerie dans la groove, puis il vient visser à la main. Fait que c'est même pas une question de dire ah, eux, ils sont capables de faire ça parce qu'ils ont un principe de fenêtre qui est plus automatisable que nous. La seule différence qu'on va voir dans un cas comme ça au Québec ou au Canada, c'est qu'on va devoir gérer des moulures à briques, on va devoir gérer des géométries qui sont différentes. Mais ça, c'est toute de l'adaptation de machine qui peut être faite relativement facilement. Le temps avance dans une usine comme ça. Cette usine-là a été faite, moi, ça fait une douzaine d'années la première fois que je l'ai visitée. Donc, c'est vraiment pas un principe qui est nouveau là, en Europe. Je dirais, 20 ans ou 30 ans en avant sur nous. Ce qui pourrait être amélioré dans leur usine aujourd'hui, l'augmentation de production ou augmentation d'efficacité qu'on pourrait apporter avec les nouvelles technologies, l'avancement. On pourrait avoir une meilleure gestion au niveau informatique, transfert de l'information. Je vous ai dit, la table à volet n'est pas automatisée. On pourrait aujourd'hui automatiser leur table à volet. On pourrait, dans le coin en haut à droite, on pourrait automatiser leur espace, leur rangement d'extrusion. Donc, apporter automatiquement un rack de PVC directement à la scie pour pas qu'il y ait un chauffeur de lift qui soit en train de charrier du matériel. Dans leur cas, petite usine, c'est le même chauffeur de lift qui rentre les fenêtres finies, qui va rentrer le matériel pour être découpé. Quand on parle d'une plus grosse usine, naturellement, on a différents départements à ce niveau-là, mais il y a de l'automatisation à aller chercher. C'est la mentalité de l'Europe derrière ça va être beaucoup qu'ils n'ont pas la mentalité de dire je suis trop petit pour rentrer ce système-là. Le petit fabricant, son carrousel d'extrusion va avoir 10 civières au lieu d'en avoir 200. C'est ça la différence entre un petit et un grand. C'est d'analyser, je reviens à ma slide de tantôt, c'est quoi mon besoin, c'est où j'ai des erreurs, c'est où que j'ai des pertes de temps dans mon usine. On pourrait, en ce moment, dans l'usine, si je suis capable de reculer de 1, on voit où il y a un cercle. On a un système de suce qui est à la main. Maintenant, on est capable d'intégrer un robot pour venir prendre le thermo, le mettre dans le cadre, dans le volet. C'est des améliorations qui peuvent être faites avec les nouvelles technologies. Fait que c'est important d'analyser son besoin, de se garder au courant des technologies, comme on parlait tantôt. Donc, ce qui s'en vient, on entend parler là, naturellement de beaucoup de l'intelligence artificielle dernièrement. C'est sûr qu'on est capable d'intégrer beaucoup à notre usine, beaucoup dans le transfert de l'information. Ce que j'ai vu, beaucoup l'étiquetage intelligent, savoir être capable de tracker nos commandes dans les usines. C'est pas toutes des choses qui relèvent des machines comme telles, mais c'est d'être capable d'emmener la bonne information aux machines pour être capable de s'améliorer dans notre usine. Parce que les machines, jusqu'à un certain point, ont un maximum de capacité qu'ils sont capables d'aller chercher. Je pense pas qu'on va être assis ensemble dans 5 ans et de dire les soudeurs sont rendus qui soudent en 2 secondes. Ça n'arrivera pas. Là. On a un matériel à faire fondre. On ne peut pas le faire brûler. On doit déplacer des pièces. Fait que c'est vraiment les améliorations qu'on va aller chercher. Ça va être dans les détails qui tournent autour de la bonne équipement. Donc, excusez, j'ai encore de la misère avec ça.
Je vous laisse sur la question comment vous voyez l'avenir de l'automatisation dans votre propre organisation. Si vous avez des questions. Oui. Merci, Martin. Combien de pieds carrés avait l'usine que tu as montrée? L'usine qu'on a vue fait environ, je dirais, 60 pieds sur la largeur, puis 150 pieds sur la profondeur. Mais c'est dans la partie automatisation qu'on a vue, puis dans la même usine, il y a un warehouse là, d'extrusion puis de produits finis, là. Donc, c'est sûr que probablement le double de ça en termes de warehouse. Tout est à l'intérieur. Vu la géographie de où ils sont placés, là, sont à flanc de montagne, fait qu'ils n'ont pas d'espace à l'extérieur, mais grosso modo, ça ressemble à ça. D'autres questions? Commentaires? Insultes? C'est le temps. You good? I'm good. All right. Thanks, Martin. Merci beaucoup.